Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle séance préparatoire. Nous sommes dans Maths 17, nous allons voir une introduction à la définition du groupe, au concept de groupe. On va voir les notions de loi de composition interne et d'éléments neutres. Et donc, l'initiation à la théorie des groupes, ce n'est pas un cours sur les groupes. On va définir ce que sont des groupes, mais le cours de MPSI, de première année de prépa, qui traite des groupes, ira beaucoup plus loin que juste cette introduction. Alors, qu'est-ce qu'un groupe? Alors déjà, je peux vous montrer ce genre d'objet. Ce genre d'objet est la matérialisation physique d'un groupe particulier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre, et ce qu'on fera en toute fin de séance, on va comprendre en quoi un tel objet représente un groupe et comment on peut voir la manipulation des éléments du groupe à travers cet objet. D'une manière plus générale, le concept de groupe est le premier concept qui permet de créer d'autres concepts structurels. Et donc, c'est le premier concept structurel qui permet de dire, ben voilà, j'ai différents objets mathématiques, espaces mathématiques, ensemble mathématiques, vous mettez le mot que vous voulez, qui vont avoir finalement les mêmes propriétés. Donc, le concept de groupe est un concept qui permet de remarquer qu'il y a des structures communes à différents ensembles et derrière de pouvoir traiter des propriétés sur ces ensembles, disons sur la structure, ce qui permettra de rejaillir sur l'ensemble des structures. Alors ça reste très vague ce que je vous dis pour l'instant, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la présentation quand on fera le bilan et l'intérêt des groupes. Alors pour la définition des groupes, nous allons opérer par définition qui va se construire au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va débuter la définition et on va définir les objets nécessaires à la définition au fur et à mesure. Donc à la fin du grand 2, on aura enfin la définition d'un groupe qui sera affichée. Donc on va juste commencer par comprendre qu'un groupe, c'est l'association de deux choses. C'est un ensemble d'objets mathématiques ou d'éléments, on peut considérer ce qu'on veut, on va voir qu'on peut tomber sur des éléments qui sont très différents. Généralement cet ensemble on appelle G pour groupe, est muni d'une loi. Alors une loi qui permet de composer les éléments entre eux. Alors ça reste de nouveau très vague, vous allez voir que le début, je vous parle d'éléments vagues et que très vite on va passer dans du concret, ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça signifie quoi? Composer des éléments entre eux. Alors on va prendre un exemple. Si G, c'est l'ensemble grand N, des entiers naturels. Alors, il existe des lois naturelles que vous connaissez sur grand N, la loi plus, la loi fois, la loi divisée, la loi moins, la loi puissance, que je vais noter avec un accent circonflexe. Ces lois permettent de composer des entiers naturels entre eux. Je peux faire la somme d'entiers naturels, le produit d'entiers naturels, le quotient d'entiers naturels, la différence d'entiers naturels et la puissance d'entiers naturels entre eux. Donc ça c'est ce qui se passe quand je prends G qui vaut N, mais on pourrait très bien considérer d'autres lois encore que ça. Quand on parle d'une loi, il faut prendre le concept de loi comme une fonction. Une fonction qui va prendre comme antécédent deux éléments de G et qui va renvoyer quelque chose. Alors vous voyez ici des lois on en a différentes. On donne généralement, quand on définit le concept de groupe, on reste très général comme une fonction. La fonction on l'appelle f, l'antécédent on l'appelle x. Pour les groupes, l'ensemble on va l'appeler G et la loi très souvent on l'appelle étoile. En tout cas c'est ce que je vais faire moi dans cette présentation. Donc on va considérer maintenant un ensemble d'éléments qui peuvent être composés entre eux par une loi étoile. Alors nous allons compléter la définition d'un groupe. Un groupe est un ensemble noté G, muni d'une loi étoile, c'est-à-dire qu'on définit une loi étoile qui prend comme antécédent deux éléments de G et qui renvoie quelque chose. On va préciser maintenant le quelque chose. Donc je vais finir toutes mes définitions pour l'instant par trois petits points, parce que la définition ne s'arrête pas là. Donc, muni d'une loi étoile, et cette loi étoile, elle doit être particulière. On dit que c'est une loi de composition interne. Alors, c'est un terme qui est assez explicite, ce qui n'est pas toujours vrai en mathématiques. Donc, loi de composition interne qu'on abrège LCI. Loi de composition interne, c'est-à-dire qu'on compose des éléments, et interne, c'est-à-dire que ça doit rester interne à G. C'est-à-dire que notre loi étoile, elle doit prendre deux éléments de G et nous renvoyer un élément de G. Alors, si on reprend nos exemples, avec toujours G qui vaut grand N, et je vais prendre la loi plus. Est-ce que la loi plus est une LCI? Est-ce que si je prends deux entiers, est-ce que A plus B, est-ce qu'il appartient encore à N? Et la réponse est oui. Pour la loi moins,
est-ce que A moins B appartient toujours à N? Alors la réponse est non. Il suffit de prendre 2 moins 3 qui vaut moins 1 qui n'appartient pas à N. Donc vous voyez que toutes les lois ne sont pas des lois de composition interne. Si je prends la loi fois, est-ce que A fois B appartient encore à N? Et la réponse est encore oui. Si je prends la loi divisée, alors elle a un premier problème, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0, donc elle n'est pas complètement définie sur N, il faudrait la définir sur N étoiles. Mais est-ce que A sur B, A divisé par B, est-ce qu'il appartient toujours à N? La réponse est évidemment que non, parce que 2 divisé par 3 n'appartient pas à N. Et la loi puissance, est-ce que A puissance B, c'est-à-dire A puissance B écrit sous cette forme-là, je vous rappelle le double point égal pour quand on donne une définition à une écriture, A puissance B appartient bien toujours à N. Donc on a, parmi les 5 lois dont on a parlé au début, sur N, on a 3 lois qui sont des LCI, plus, poids et puissance. Il faut quand même remarquer une chose, c'est que une loi n'est pas une LCI de manière intrinsèque. C'est-à-dire que la loi va être une LCI si on considère un ensemble particulier. Si je prends la loi moins peut être une LCI. Mais si je prends par exemple, c'est une LCI, une loi de composition interne, si je prends Z ou R. Si je prends 2 éléments de Z et que je fais la différence de 2 éléments de Z, je reste sur un élément de Z. Ou 2 éléments de R, dans ce cas-là, je vais rester un élément de R. Pour la loi divisée, c'est le même principe. Mais cette fois-ci, il faut que je me place dans R étoile. R étoile, je vous rappelle, par définition, c'est moins l'infini 0, 0 plus l'infini, c'est-à-dire c'est R privé de 0. Donc sur R étoile, si je prends 2 éléments réels, non nuls, ben si je fais l'un divisé par l'autre, eh ben je retombe encore sur un élément réel non nul. Donc c'est toujours l'association d'une loi sur un ensemble qui peut être une LCI. On poursuit notre définition du groupe. Donc un groupe, c'est un ensemble G muni d'une LCI étoile. Alors il reste encore des propriétés à valider pour être un groupe. Il faut que déjà que la loi étoile soit associative. Alors ça signifie quoi être associative? Il faut que pour tout ABC appartenant à G, le parenthésage n'ait aucune importance. C'est-à-dire que je fasse d'abord A étoile B le tout étoile C, ou que je fasse d'abord B étoile C et que je fasse ensuite étoile A à gauche, ne doit pas avoir d'impact. On va pouvoir s'intéresser aux lois plus, moins, fois, divisé, puissance qu'on a considéré avant. On continue à considérer les 5 lois parce qu'on a vu que selon l'ensemble que l'on considère, les lois peuvent être des LCI. Donc est-ce que la loi plus est une LCI? Est-ce que A plus B de tout plus C est égal à A plus B plus C? Et la réponse est oui. D'ailleurs, on écrit la plupart du temps A plus B plus C sans parenthèse, ce qui sous-entend qu'on peut additionner les éléments dans l'ordre que l'on souhaite. Attention, on ne peut pas changer, disons, ça ne veut pas dire qu'on peut changer l'ordre de A avec B, mais on peut parenthéser cette expression comme on le souhaite, ça ne change pas un résultat. Si je m'intéresse à la loi moins n'est pas associative, on peut remarquer avec 2 moins 1 de tout moins 3 par exemple, qui va être égal à quelque chose qui sera différent de 2 moins 1 moins 3. 2 moins 1 qui va faire 1, 1 moins 3 moins 2, et 2 moins 1 moins 3, 1 moins 3 faisant moins 2, ça va faire 4. Les deux sont différents, donc pas une LCI. Pas une LCI associative, pardon. Ensuite, pour la loi fois est associative. D'ailleurs, la plupart du temps, comme pour la loi plus, on ne met pas de parenthèse. Et on traite les priorités des produits dans l'ordre que l'on souhaite. Alors la loi divisée n'est pas associative. On peut prendre un exemple. Si je fais 1 divisé par 2, le tout divisé par 3, ce qui va me faire finalement 1 demi divisé par 3, c'est-à-dire fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sixième. Et si je fais 1 divisé par 2 divisé par 3, ce qui va me faire 1 sur 2 tiers, c'est-à-dire 1 fois 3 demi, et ça va me faire 3 demi. Les deux sont différents, donc la loi n'est absolument pas associative. Si je prends la loi puissance,
Alors, elle est de nouveau pas associative. Je vais prendre l'exemple 2 puissance 3 de tout puissance 2. Ce qui va me faire 2 puissance 3, 8. 8 au carré, ce qui va faire 64. Et si je prends 2 puissance 3 puissance 2, ça va me faire 2 puissance 9, ce qui va me faire 512. Les deux sont différents. Donc la loi puissance n'est pas associative. Donc à l'avenir, on ne s'intéressera jamais aux lois moins divisée ni puissance parce qu'on sait qu'elles ne sont pas associatives et quasiment quel que soit l'ensemble que l'on considère. La loi moins pourrait être associative si on considère que l'ensemble qui contient 0. Si je fais 0 moins 0 moins 0, quel que soit l'ordre, j'obtiendrai 0. Mais à part des ensembles comme ça dégénérés, c'est-à-dire avec très très peu d'éléments, vous allez voir, on va considérer un ensemble un peu plus tard qui a un peu cette particularité. Il n'y a pas d'intérêt à chercher à avoir des groupes qui seraient munis de la loi moins divisée ou puissance. On complète encore notre définition, donc on cherche à définir un groupe donc avec un ensemble G muni d'une loi étoile qui doit être associative. Il lui faut encore une propriété, et on voit à la fin qu'il manque encore quelque chose, il lui faut 2 propriétés encore. Donc la première propriété, c'est qu'elle admette un élément neutre. Alors ce qu'on appelle élément neutre, c'est un élément qui finalement ne changera pas la valeur de l'élément une fois qu'on l'aura composé avec cet élément. C'est-à-dire que si je prends un élément A quelconque, si je le compose par mon élément neutre, ça doit me donner A à la fin. Et que je le compose à gauche ou à droite, ça ne doit pas changer. Alors on va pouvoir prendre un exemple. Il nous reste 2 lois toujours avec G qui vaut N. Il nous reste 2 lois à considérer, la loi plus et la loi fois. Alors pour la loi plus, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de chercher un élément qui finalement ne change rien à l'élément auquel on l'associe. On voit que A plus quelque chose égale A, eh bien, il faut que le quelque chose soit égal à 0. Et que le 0 plus, plus A continue à valoir A. Et donc 0, c'est notre élément neutre pour la loi plus. Si je m'intéresse maintenant à la loi fois, on cherche un élément qui fait que A fois cet élément égale A, et que l'élément fois A est égal à A, eh bien, on a 1. Donc 1, c'est l'élément neutre pour la loi fois. Par exemple, pour les matrices, vous pouvez aussi chercher et mettre sur pause. Pour les matrices carrées, il y a un élément neutre qui est la matrice identité, la matrice IN. Et donc, en fonction des ensembles que vous allez considérer, si vous arrivez à trouver un élément neutre pour la loi, eh ben, vous aurez quasiment tout pour pouvoir faire un groupe. On obtient finalement la définition d'un groupe en ajoutant une dernière contrainte. Donc, on veut un ensemble G, une loi étoile qui doit être associative, qui admet un élément neutre et pour lesquels tous les éléments de G admettent un symétrique. Alors, qu'est-ce qu'un symétrique? C'est un élément qui va, en gros, permettre d'obtenir l'élément neutre quand on le compose par un autre élément. C'est-à-dire, il faut que tout élément A admette, en gros, une sorte de frère qui fait que quand on les associe ensemble, on tombe sur l'élément neutre. Donc, il faut absolument, quand on essaie de montrer qu'un ensemble uni d'une loi est un groupe, il faut toujours d'abord chercher le neutre, parce qu'on ne peut pas montrer qu'il y a un symétrique pour tout élément tant qu'on ne connaît pas de neutre. Donc, si on s'intéresse maintenant aux exemples, si je prends G qui vaut N et que je le munis de la loi plus, est-ce qu'on est face à un groupe? Est-ce que tout élément, est-ce que j'ai chaque fois A plus B qui va être égal à 0 avec B plus A qui va être égal à 0. C'est-à-dire, est-ce que pour tout A, j'ai un B qui existe? Si on utilise des quantificateurs, on cherche à savoir, est-ce que quel que soit A appartenant à N, il existe B appartenant à N, tel que A plus B égale B plus A égale 0. Et on voit que la réponse est non. Et non pour N, mais vrai pour Z. Z+, c'est de cette manière qu'on note les groupes. On note l'ensemble, virgule, la loi. Z+ est un groupe. Et on a bien tous les éléments qui admettent un symétrique, parce que dans ce cas-là, j'ai A plus moins A. Moins A appartient encore à Z, qui vaut bien moins A plus A, qui vaut 0. Et on voit que dans le cas particulier de Z, on voit que les symétriques, on leur a donné un nom, et leur nom usuel, c'est opposé. Si on s'intéresse maintenant à la loi fois, si je continue à prendre N muni de fois,
est-ce que je vais avoir des éléments qui vont me permettre, je vous rappelle que le nœud pour fois c'est 1, est-ce que je peux avoir un élément B tel que A fois B est égal à 1 avec B qui appartient encore à N? Et la réponse est non. Dès qu'on prend A égale 2, on voit que 2 fois B égale 1 n'a pas de solution dans N. Si on passe dans Z, on n'a pas plus de chance, parce que 2 fois B égale 1, qui est l'une des deux conditions, il faut aussi que B fois 2 soit égal à 1, n'est pas validé. Par contre, si on prend R étoile fois, dans ce cas-là, on a bien un symétrique qui apparaît, parce que pour tout x, quel que soit A appartenant à R étoile, 1 sur A appartient à R étoile, et on a bien A fois 1 sur A, R étoile, A fois 1 sur A qui vaut 1 sur A fois A, qui vaut 1. Dans ce cas-là, pour la loi fois sur R étoile, les symétriques, on les appelle les inverses. Donc vous voyez que beaucoup d'élèves qui font encore la confusion entre opposé et inverse, c'est pas pour rien, c'est que c'est le même concept. C'est le concept de symétrique, et vous voyez la force, c'est ce que je vous disais avant, c'est qu'on va pouvoir comprendre que sur différents ensembles, dans différentes situations, on a les mêmes propriétés qui apparaissent. Opposé, inverse, au final, même combat, c'est le combat du symétrique. Donc nous allons voir d'autres exemples de groupes. On va s'intéresser encore aux lois plus et aux lois fois. Par exemple, pour la loi fois, si je prends Q et que je prends Q étoile fois et encore un groupe. Alors il faut vérifier tous les axiomes, c'est-à-dire est-ce que le produit, est-ce qu'on peut déjà multiplier deux fractions, donc Q étoile des fractions non nulles? La réponse est oui. Est-ce que le produit de deux fractions non nulles est encore une fraction non nulle? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un élément neutre? Oui, 1 qui est la fraction 1 sur 1. Et est-ce que des éléments, est-ce qu'une fraction A sur B, est-ce qu'elle admet un inverse? Je vous rappelle, un symétrique pour la loi fois s'appelle un inverse, et la fraction B sur A est encore une fraction non nulle. Et donc, Q étoile fois est bien un groupe. Et on va pouvoir trouver des groupes dans le groupe, ce qu'on appelle des sous-groupes. Q étoile plus fois, c'est-à-dire Q plus étoile, je vais dire dans le bon ordre, c'est-à-dire l'ensemble des fractions, donc ça ce sont les fractions non nulles et positives. Munies de la loi fois, donc on se repose la question, si je multiplie deux fractions positives non nulles, est-ce qu'elle reste une fraction positive non nulle? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a bien un élément neutre? Oui, 1 est bien une fraction positive non nulle, c'est 1 sur 1. Et est-ce que les éléments ont des inverses? La fraction non nulle positive A sur B admet B sur A comme inverse, c'est-à-dire comme symétrique, et B sur A, si A sur B est une fraction positive, B sur A est une fraction positive. Donc Q plus étoile fois est bien encore un groupe. Et c'est un groupe qui est inclus dans le groupe Q étoile fois, qui lui-même est inclus dans R étoile fois. On appelle ça des sous-groupes. Et on pourrait se poser la question, est-ce que, de la même manière, symétriquement, est-ce que Q moins étoile fois est un groupe? Et la réponse est non, pour plusieurs raisons. Déjà, le neutre pour la loi fois, c'est 1, et 1 n'est pas une fraction négative. Deuxièmement, la loi fois n'est pas une LCI sur Q moins étoile, parce que le produit de deux fractions négatives n'est pas une fraction négative, c'est une fraction qui est positive. Donc il y a deux axiomes qui tombent, donc il suffit qu'il y en ait déjà un qui tombe pour que ce ne soit pas un groupe, donc là il n'y a vraiment aucune raison que ce soit un groupe. On va pouvoir aussi s'intéresser à d'autres groupes. On pourrait s'intéresser à un groupe qu'on appelle un groupe trivial, c'est le groupe 1 fois, c'est-à-dire le groupe qui contient que le nombre 1 muni de la loi fois. Alors les seules opérations qu'on puisse faire, c'est 1 fois 1 qui donne 1. 1 a bien un inverse, c'est lui-même. Il a bien un élément neutre, c'est bien une LCI, il y a bien l'associativité. Tout est validé. Pour dire à quoi sert un tel groupe, il y a de vraies raisons à ce qu'on accepte que 1 fois soit un groupe. On peut agrandir un tout petit peu le groupe, changer la loi, 0, 1, plus, avec une loi plus un peu bizarre, qui ferait que
Le 0 plus 0 fait 0, ce que vous connaissez déjà. 0 plus 1, donc c'est une définition, hein. 0 plus 1, c'est 1 plus 0, c'est 1. Moi qui définis la loi plus ronde comme ça. Et c'est là où les choses diffèrent un petit peu, c'est que 1 plus ronde 1 est égal à 0. Et qu'en définissant finalement cette loi plus ronde, eh ben, l'ensemble 0, 1 est encore muni d'une structure de groupe. Donc je vous laisserai vérifier l'associativité, l'élément neutre. On pourrait essayer de le voir, l'élément neutre. Quel élément fait qu'on ne change pas l'élément par lequel on le compose? On voit de nouveau que c'est 0. Et est-ce que tous les éléments ont des symétriques? Ben, je vous laisse chercher. Donc, on voit que 0 est son propre symétrique et qu'ici 1 est son propre symétrique parce que 1 plus 1 fait bien le neutre. Et donc vous voyez qu'on a des groupes de différentes formes avec différentes lois. Et là je suis resté qu'avec des nombres. On va pouvoir voir qu'on va obtenir aussi des structures de groupe avec des objets un peu plus évolués, ce qui va nous permettre de comprendre qu'il y a une même structure sur des objets différents et que toutes les propriétés qui seront vraies sur la structure de groupe seront vraies pour tous les objets qui seront munis d'une structure de groupe. Là, on va s'intéresser à l'utilité du concept de groupe. On va déjà comprendre que si je prends par exemple, je dessine ici le sac de toutes les fonctions. Dans ce sac des fonctions, j'ai la fonction carré, j'ai la fonction inverse, j'ai la fonction exponentielle, ln, ch et sh pour ceux qui ont vu la séance sur les fonctions ch et sh, et ainsi de suite, les fonctions racine carrée, et ainsi de suite. Vous avez vu que votre programme en terminale était de s'intéresser à ces fonctions particulières, connaître les fonctions de manière particulière, mais aussi s'intéresser à des propriétés globales sur l'ensemble des fonctions. Vous avez considéré des propriétés comme les fonctions croissantes, les fonctions décroissantes, monotones, non monotones. Et avec ces propriétés-là, vous avez essayé de les combiner et vous tombez sur certaines propriétés, comme le théorème des valeurs intermédiaires, qui permet d'obtenir des choses pour toutes les fonctions qui valident une certaine classe de propriétés. Pour les groupes, ça va être exactement le même principe. On va comprendre qu'il y a plein de structures mathématiques que vous utilisez au lycée déjà et qui ont une structure de groupe. Et que du coup, on va pouvoir avoir des propriétés générales dans les groupes qui vont d'un seul coup s'appliquer à tous ces ensembles. On va pouvoir voir par exemple que des fonctions munies de certaines lois ont une structure de groupe, que des suites munies d'une certaine loi ont une structure de groupe, que des matrices munies d'une certaine loi ont une structure de groupe, et ainsi de suite. Les polynômes, les nombres entiers, les entiers relatifs, mais aussi des opérations qui sont un petit peu en dehors des opérations que vous avez une habitude de manipuler au lycée, mais on pourrait aussi se dire, et on va peut-être définir un peu plus tard, dans 50 ans, dans 100 ans, de nouveaux objets mathématiques. Et dès qu'on aura prouvé que ce sont des groupes, toutes les propriétés qu'on aura démontrées sur des groupes seront automatiquement vraies pour ces nouveaux groupes qu'on n'a pas encore trouvés. Donc c'est vraiment une sorte de propriété qui va faire des ponts et des liens comme ça dans des domaines qui, vous allez voir, très souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de rapport et qu'en réalité, ils ont les mêmes structures. Petite remarque, c'est que le concept de groupe va permettre finalement de définir d'autres structures algébriques que vous allez voir en prépa, le concept d'anneau, le concept de corps, le concept d'espace vectoriel, qui sont trois concepts qui sont fondamentaux en mathématiques. Donc on a besoin de la structure de groupe pour définir ces autres structures qui sont un petit peu plus évoluées. Ici on rajoute une deuxième loi, on a encore une deuxième loi, ici on a encore une autre loi mais qui n'est pas la même que celle des anneaux des corps. Donc c'est vraiment une introduction, ça permet d'avoir une structure fondamentale qu'on va faire évoluer par la suite pour obtenir des structures dans lesquelles on va pouvoir on va avoir des propriétés qui seront vraies et qui vont éclairer finalement plein de domaines mathématiques en une seule fois. Nous allons nous intéresser à l'activité suivante. Je vous demande de trouver parmi les ensembles associés à une loi suivante lesquels sont finalement des groupes. Donc je vous laisse mettre en pause pour ceux qui veulent essayer, ce que je vous conseille très vivement. R+, est-ce que c'est un groupe? Est-ce qu'il y a un neutre? Le neutre pour la loi plus, c'est forcément 0.
Est-ce que la somme de deux réels reste un réel? Réponse est oui. Est-ce que la loi plus est associative? On a déjà vu que oui. Et est-ce que tous les éléments ont un symétrique? Et pour la loi plus, ce sont des opposés. Tous les éléments de R ont un opposé. C'est-à-dire que si j'ai un élément A, moins A est encore dans R. Donc, R plus est bien un groupe. D plus, alors je donne la définition de D pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Est-ce que si j'ajoute deux nombres décimaux, est-ce que j'obtiens encore un nombre décimal? La réponse est oui. Et est-ce qu'il y a bien un neutre? Le neutre pour la loi plus c'est 0, je vous le rappelle. Et 0 est bien un nombre décimal, c'est 0,0. Et est-ce que les opposés, c'est-à-dire les symétries pour la loi plus, sont encore dans D? C'est-à-dire si j'ai un nombre décimal, est-ce que son opposé est encore décimal? La réponse est oui. Donc D plus est lui-même un groupe. C plus, alors pour ceux qui n'ont pas vu les nombres complexes, parce qu'ils ne sont pas en maths experte ou parce qu'ils n'ont pas encore vu le chapitre, je vous invite à revoir cette partie de la vidéo une fois que vous aurez vu votre cours. Donc C plus, l'ensemble des nombres complexes, la somme de deux nombres complexes est complexe, et l'opposé d'un nombre complexe est encore complexe, et 1 et 0 est bien un nombre complexe. C'est 0 plus 0i. D étoile fois, est-ce que le produit de décimaux est encore un décimal? La réponse est oui. Attention, est-ce que l'inverse d'un décimal est encore un décimal? Et là, la réponse est non. L'inverse de 1,3 n'est pas du tout un décimal. Donc, D étoile fois n'est pas du tout un groupe. D plus étoile fois, on voit que D étoile fois n'est pas un groupe. D plus étoile fois, en considérant dans ce cas-là les décimaux seulement positifs, ne va pas plus être un groupe parce que 1,3 n'admet toujours pas d'inverse, c'est-à-dire de symétrique en termes de groupe. C étoile fois, est-ce que le produit de nombres complexes est encore un nombre complexe? La réponse est oui. Est-ce que l'inverse d'un nombre complexe est encore un nombre complexe? La réponse est encore oui. Et 1, qui est le neutre pour la loi fois, est bien un nombre complexe. C'est 1 plus 0. Donc vous voyez que là on a des exemples et des contre-exemples de groupes. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à des sous-ensembles de C et on va définir deux choses. Premièrement, je vais définir U, qui est l'ensemble des Z qui appartiennent à C, tel que module de Z est égal à 1. Et on va pouvoir s'intéresser à la question suivante, est-ce que U, l'uni de la loi fois, est-ce que c'est un groupe? Donc pour cela, il faut se poser la question, est-ce que, alors la loi est une LCI, on sait que la loi fois est une LCI, est-ce qu'on est une loi de composition, on sait qu'elle est associative, est-ce que c'est encore une loi de composition interne? Mais il faut vérifier que deux éléments de module 1 dans C, une fois multipliés, donnent encore un élément de module 1. Et la réponse est oui. Donc c'est bien une LCI. Est-ce qu'elle admet bien un neutre? Le neutre de la loi fois c'est 1, et 1 est bien un nombre complexe de module 1, donc 1 est bien dans U. Et ensuite, il faut vérifier que les symétriques, c'est-à-dire que les inverses dans C, c'est-à-dire les inverses dans C pour les éléments de U, sont encore des éléments de U. Donc si un complexe est de module 1, est-ce qu'il admet forcément un inverse? La réponse est oui. Et 1 sur Z est encore de module 1. Et donc, U fois est bien un groupe. Et maintenant, il faut comprendre que en une phrase, on vient d'énoncer plusieurs choses. C'est notamment que le produit de nombres de module 1 est encore de module 1, et que tout nombre de module 1 est inversible pour la loi fois, et que son inverse est encore de module 1. Maintenant, on va s'intéresser à un autre ensemble qu'on note UN, qui est l'ensemble des Z appartenant à C, tel que Z puissance N est égal à 1. Par exemple, quand N est égal à 2, c'est l'ensemble des Z appartenant à C, tel que Z au carré est égal à 1. Et donc cet ensemble, c'est rien d'autre que moins 1. Et donc on peut s'intéresser à la question suivante, est-ce que UN est encore un groupe? Alors on remarque que 1 qui est le neutre pour la loi fois, UN fois de nouveau, pardon. Donc UN fois, est-ce que UN fois est encore un groupe? La réponse est oui. 1 qui est le neutre pour la loi fois est encore un élément
dont la puissance n est égale à 1. Le produit de deux éléments qui à la puissance n fait 1 et encore si j'ai z puissance n qui vaut 1 et z' puissance n qui vaut 1, alors z fois z' puissance n est égal finalement à z puissance n fois z' puissance n. Il reste encore à vérifier que les inverses puissance n valent 1. Et dans ce cas-là, 1 sur z puissance n égale à 1 puissance n sur z puissance n égale 1 sur, et z puissance n vaut 1 vu qu'on est dans un, et donc l'inverse appartient encore à un. Donc un fois est aussi un groupe. Et vous allez voir maintenant qu'on va sortir un petit peu de l'ensemble des nombres et on va voir d'autres exemples sur des objets différents. Donc si on prend notre ensemble G qui est l'ensemble des fonctions définies sur R, qu'on note f ronde de R dans R. Donc c'est l'ensemble dont je vous parlais tout à l'heure. Si G c'est l'ensemble des fonctions, donc j'ai toutes les fonctions qui sont définies de R dans R, donc par exemple la fonction exponentielle, attention pas la fonction ln, mais la fonction sinus, la fonction carré, la fonction, pas la fonction racine n'est pas définie de R dans R, mais en tout cas toutes ces fonctions-là, est-ce que je peux munir cet ensemble d'une loi qui fera que G muni de cette loi est encore un groupe? Et la réponse est oui. G muni de la loi plus sur des fonctions qui dit que si j'ai deux fonctions f et g, alors je peux faire f plus g, et ce sera encore une fonction, parce que f plus g de x, on va tout simplement dire que c'est f de x plus g de x. Et donc, cette loi plus fonc, qui est là, plus fonc, ça c'est le plus de R, cette loi avait associé à l'ensemble de G des fonctions de R dans R, fait que G muni de cette loi est encore un groupe. Alors pour ça, il faut qu'on vérifie tous les axiomes. Alors la loi plus fond, qu'on voit qu'elle est définie avec la loi plus qui est associative, donc la loi plus fond qui est associative, je vous laisse vérifier ça. C'est un calcul, c'est un petit peu long à écrire, c'est pour ça que je ne le fais pas, mais il n'y a aucune difficulté. Est-ce qu'il y a un élément neutre? Première question. La réponse est oui, et c'est la fonction nulle. Si je prends la fonction nulle et que je lui rajoute n'importe quelle fonction, donc la fonction nulle c'est la fonction qui a x associe 0, la fonction constamment égale à 0, et ben elle ne change pas finalement de la fonction que je considère. Donc j'ai bien un élément neutre. Le neutre E dans ce cas-là, c'est la fonction nulle, la fonction qui a x associe 0. Donc ça c'est la fonction, c'est l'élément neutre pour la loi plus. Il faut vérifier d'abord qu'on ait une LCI. Est-ce que la somme de deux fonctions de R dans R et encore une fonction de R dans R, c'est assez intuitif. Et est-ce que finalement il y a un symétrique? La réponse est oui, parce que moins f, qui est la fonction qui a x associe moins f de x, est encore une fonction de R dans R. Donc cet ensemble, muni de la loi plus fonc, est génère une structure de groupe. C'est vrai pour des fonctions, mais on peut faire la même chose pour les matrices, on peut faire la même chose pour les suites. Donc il y a plein d'ensembles comme ça qui vont admettre une structure de groupe. Alors si nous revenons sur l'introduction, je vous ai parlé de ce cube qui est une manifestation physique du concept de groupe. Donc on va considérer le cube muni de quoi? C'est-à-dire quelle va être la loi qui va être associée à ce cube. Et en réalité, ce ne sont pas du tout les faces comme on pourrait le penser, ce sont les manipulations autorisées par cet objet sur les faces du cube. Par exemple, si je tourne une face de cette manière-là, je viens de manipuler le cube, et donc je viens d'utiliser une manipulation. Et pour pouvoir finalement considérer l'ensemble des manipulations que je peux autoriser avec ce cube, par exemple, ceux qui le maîtrisent savent que si on tourne, si on fait pivoter, on peut souvent réussir à le faire en forçant un peu, si on fait pivoter un coin comme ça du cube, on obtient un ensemble, disons une situation que l'on ne peut plus résoudre, un cube que l'on ne peut plus résoudre, c'est-à-dire on ne peut plus retomber sur cette situation initiale, avec les manipulations normalement autorisées. Donc, je reprends, le cube
l'ensemble des éléments, ce ne sont pas ces faces, mais l'ensemble des manipulations que je peux faire sur ce cube. Et maintenant, il faut pouvoir composer, manipuler ces manipulations entre elles. Et en fait, c'est la composition, c'est-à-dire le fait de faire une manipulation, puis une deuxième manipulation. Le fait d'avoir fait une manipulation puis une deuxième manipulation, ça a bien permuté comme ça les faces de mon cube, et c'est bien une permutation autorisée. Et donc, j'obtiens, quand je compose deux permutations, j'obtiens encore une permutation grâce à la manipulation du cube. Donc je ne vérifierai pas avec vous que la loi est associative, ce qui est vrai. En revanche, ce qu'on va pouvoir déjà essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a un élément neutre? Alors je vous laisse un peu chercher, mais l'élément neutre dans ce cas-là, c'est la manipulation où on ne fait rien. Vous pourriez dire, mais dans ce cas-là, c'est un peu une astuce, on ne fait rien, mais c'est un peu comme le zéro avec la loi plus. Hein. Le zéro de la loi plus, quand je dis je fais 5 plus 0, il y a des élèves qui tiquent en disant, mais non, on ne fait rien. Oui, mais ne rien faire, c'est rajouter 0. Ne rien faire au cube, eh ben, c'est composé par ce qu'on appelle la manipulation identité. C'est-à-dire qu'à la fin, on a la même chose qu'au début. Et maintenant, il faut voir si tous les éléments ont un symétrique. Pardon. Et pour ça, il faut voir si, quand je fais une manipulation, est-ce que je peux refaire une manipulation qui fera que je reviens à la manipulation qui revient à rien faire? C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir, quelle que soit la manipulation, à la situation initiale? Et là, la réponse est assez évidemment oui, il suffit de tout refaire à l'envers. En refaisant les manipulations dans le sens contraire et en prenant la manipulation inverse à chaque fois. Alors si je prends une manipulation simple, par exemple, je tourne la face de droite, ben, cette manipulation a bien un symétrique qui revient à revenir en arrière. Ou alors, qui dit je tourne 3 fois la face de droite et je reviens bien dans la situation initiale. Donc chaque manipulation de ce cube a un symétrique parce qu'il suffit de prendre les manipulations qu'on a faites pour manipuler le cube et de toutes les faire à l'envers. Et donc, ce cube est la manifestation finalement physique d'un groupe particulier. Et pour pouvoir résoudre le cube, alors, la personne qui a inventé ce cube l'a inventé parce qu'il adorait les énigmes, et donc il a créé ce cube pour se créer des énigmes à lui. Il a mis 1 mois avant de pouvoir réussir de nouveau à le remettre dans l'ordre, c'est-à-dire à obtenir de nouveau la situation initiale. Et pour pouvoir obtenir les lois qui permettent de résoudre ce cube, ben en fait, on utilise vraiment la théorie sur les groupes et on fait la liste de toutes les manipulations possibles et quelles sont les conséquences de ces manipulations. La semaine prochaine, on fera une nouvelle séance qui traitera finalement des formules de dérivation de terminale. On va démontrer toutes les formules de dérivation de terminale. Souvent, en première et en terminale, on démontre la formule pour la fonction carrée. Parfois, on fait la fonction inverse. Là, on va reprendre les formules de dérivation de tout le formulaire de terminale et on va essayer d'en démontrer un maximum. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée à vous.